Bonjour à tous, ravi de retrouver dans le contexte de notre émission Débat court. Nous retrouvons certains invités que vous avez pu déjà découvrir, mais nous avons aussi un nouvel invité. Il s'agit de Ouzdam Mazou, éducateur spécialisé, internat. Alors IES, qu'est-ce que ça veut dire déjà IES? Internat éducatif et scolaire. Voilà, sur la fondation d'Auteuil, oui. Dans le 16e, oui. La maison mère. Le 40, à rue de la Fontaine, et puis aussi bien reconnu comme chargé de la protection de l'enfance, notamment sur les environs de Paris, 95, 93, 75. Oui, effectivement. Voilà. Depuis pas mal d'années. Oui. Voilà. Nous retrouvons Yann de Cacré. Yann de Cacré qui est donc prof de philo, mais également directeur du privé sous contrat depuis maintenant 31 ans, collège, école, lycée, voilà. Tout ça dans le désordre, mais enfin bon, en général, c'est bien dans l'ordre. Mais ça reste vrai. Voilà, mais ça reste dans le désordre. Et puis nous retrouvons Benoît Maisonneuve. Alors Benoît Maisonneuve, père de famille, mais aussi fondateur d'écoles hors contrat comme la Croix des Vents AC. Oui, ça reste vrai aussi. Voilà. Et puis aussi ancien chef de cabinet de député. Belle expérience. Ça a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais. Oui, donc en fait, un bon mandat, quoi. Alors, nous partons sur un nouveau thème, mes amis, et ce thème, c'est la délinquance naissante. Allez, ça va vous faire plaisir, je vais vous citer Platon, vous le connaissez par cœur, ce texte, mais il est tellement beau. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors eh bien c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Je trouve très marquant ce mot choisi, tyrannie. Quelle logique, hein? On ne s'y attendrait pas à voir cette conclusion. Mais finalement, l'enfant devient tyrannique pour cette raison. Et je voudrais que l'on aborde cette question donc, de la délinquance naissante dans le contexte scolaire, parce qu'il y a des trafics, parce qu'il y a des pertes de repères ou acquisition de nouveaux repères, parce que le monde interne de l'école est exposé dans les réseaux sociaux, et puis également parce qu'il y a l'habitus de l'argent facile à trouver. Triste exemple, la dénonciation de Samuel Paty pour 300 €. Voilà, l'enfant était dans un habitus. Ah, Ouzdam. C'est une fatalité, la délinquance? Non. Pour certains élèves et pour certains jeunes? En fait, ça dépend. Donc, selon les profils des jeunes et la problématique que le jeune rencontre, on peut dire que oui et non. En fait, la délinquance naissante, il y a un aller-retour. Ça part de la famille, et ça va à l'école et ça retourne en famille. L'enfant passe plus de temps en scolarité à l'école, mais la problématique démarre depuis le domicile familial. La question de la délinquance, c'est la question de rapport à l'autorité. Comme il a été cité, à partir du moment où on laisse faire certaines choses dans le cadre familial, où les parents perdent leurs repères et ne savent plus poser un cadre, il y a une déviance qui s'installe, il y a une notion de toute puissance que l'enfant s'octroie. Et en s'octroyant cette notion de toute puissance, il y a une dérive au niveau scolaire. C'est-à-dire, je m'explique, au sein scolaire, l'enfant est confronté avec l'éducation reçue et à l'éducation transmise aussi par les pairs. Sauf que l'éducation transmise par les parents se confronte à l'éducation transmise par les pairs. P-A-I-R-E-S. Oui. Les pairs qui sont les camarades, les copains de classe et l'environnement voisinant. C'est-à-dire que les quartiers... On entend des mamans qui disent « Je veux pas que tu traînes avec ces gens-là ». Oui. T'arrêtes de traîner. Bien entendu, tu es dans la configuration de banlieue. Mais toi-même, quand tu es arrivé d'Afrique, tu étais tout petit, tu as halluciné en entendant
les professeurs se faire insulter comme ça, et même de voir les parents engueuler les professeurs parce qu'ils n'avaient pas eu un bon comportement avec un enfant qui pourtant avait un très mauvais comportement. Parce que tout simplement, on est en perte de repères, de valeurs, de sens et de valeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'éducation en France était faite par tous. Mais sauf qu'au fur et à mesure, les choses se sont individualisées et on a laissé une notion de liberté dominer. Du coup, en Afrique aujourd'hui, l'éducation, elle est faite, elle repose. Elle est beaucoup plus carrée. Non, c'est pas qu'elle est beaucoup plus carrée. L'éducation repose toujours dans une globalité d'ensemble et par la famille. C'est-à-dire que c'est tout un quartier, tout un environnement qui éduque l'enfant. Moi, je vois des parents de temps en temps qui menacent leur enfant, qui ne se tient pas bien à l'école. Et devant moi, dans le bureau, tu continues comme ça, tu retournes là-bas. Voilà. Hein, et puis tu vas loger pendant un an dans l'école et puis ça va te faire les pieds. Mais en fait, parce qu'il y a un fossé qui se creuse au nom de la protection de l'enfance, au nom des droits de l'enfant, juste sur le droit de l'enfant, on oublie les devoirs de l'enfant. C'est-à-dire, en oubliant les devoirs de l'enfant, on laisse l'enfant s'octroyer des droits que normalement, qui doivent être cadrés et accompagnés par les parents. Alors, on entend, Ousdam, on parle de valeurs qui ont été perdues. Est-ce que ça ne serait pas plutôt des valeurs changées? Ah, c'est probable, oui. Il y a les deux d'ailleurs. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont perdues, puis il y en a qui sont changées. C'est-à-dire qu'on a d'autres référentiels, et les jeunes en particulier ont changé de référentiel. C'est-à-dire que ça dépend aussi des âges, bien sûr, mais jusqu'au début de l'adolescence, ils sont encore dans le mimétisme. Très facilement, ils peuvent reproduire des situations qu'ils ont vécues en famille, mais à la maison, c'est vrai, cet effet aller-retour, ça joue aussi. Ils vont reproduire à la maison des choses qu'ils ont vues à l'école, qu'ils ont entendues à l'école. Dès tout petit, ça arrive très bien, ça. Le fait de reproduire est assez normal. Ça pose pas trop de problèmes. Sauf que, effectivement, il faut que les parents sachent pourquoi ils reproduisent, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ça a un sens ou pas. Est-ce que c'est une reproduction de quelque chose qui manifeste une appartenance à un groupe autre que la famille ou autre que la classe? Est-ce que c'est finalement... Alors, est-ce qu'on reproduit le club des 5, par exemple? Ça peut être un jeu. Ou bien est-ce qu'on fait une bande pour racketter les autres? Ça peut avoir les mêmes contours pendant un certain temps, mais très vite, on va s'apercevoir que l'objectif n'est pas le même. Donc l'enfant a besoin que ses parents sachent, et les parents ont besoin de savoir ce qu'il vit à l'école et ce qu'il vit quand il a franchi le seuil de la maison pour aller à l'école. C'est assez fascinant de voir l'influence que ça peut avoir. On a un exemple connu d'une... je pense qu'on peut en parler, au cours Alexandre Dumas, un petit garçon qui fait une grosse bêtise à l'école, mais vraiment une très grosse bêtise, et du coup, on avait dit que quand il y avait une très grosse bêtise, on prévenait les parents et on prenait la sanction avec les parents. On invite les parents à rencontrer monsieur le directeur, et monsieur le directeur s'entend avec les parents pour appliquer une sanction qui avait été décidée ensemble avec les parents, c'est-à-dire on lui prenait son uniforme et on le mettait, je crois qu'il était renvoyé une semaine, quelque chose comme ça. Le petit jeune homme devait rentrer dans le bureau pour entendre la sanction. Il s'attendait à voir ses parents de chaque côté dans un fauteuil de l'autre côté du bureau, en quelque sorte, et le directeur en face d'eux. Pas du tout. Les parents étaient à droite et à gauche du directeur. Ils ont reçu le petit gars qui était tout seul de l'autre côté du bureau, et là, on lui a donné la sanction. Il était persuadé que ses parents, il allait pouvoir jouer l'un sur l'autre, et peut-être les mettre en opposition avec le directeur. Non seulement ça n'a pas marché, mais 3 jours après, la maman a reçu un coup de téléphone. Le directeur a reçu un coup de téléphone de la maman qui lui a dit « Merci, parce que depuis que vous avez fait ça, lorsque mon mari parle à la maison, mon fils écoute. » Donc voilà, il y a eu vraiment une interaction très forte entre l'école et la famille. Et des exemples comme celui-ci, on en a quand même beaucoup. On s'aperçoit de la nécessité vraiment de ne pas laisser les parents tout seuls et de ne pas laisser non plus les enfants grandir et pousser comme des herbes folles, mais plutôt comme des arbres de plein vent, donc en les prévenant des difficultés de la vie. C'est la cohérence de l'éducation. Là, ce qui a été fait, c'est tout simplement un acte de cohérence et d'accompagnement. C'est-à-dire que
les parents, ils ont été remis au centre de l'éducation de leur enfant. C'est-à-dire que le directeur ne s'est pas substitué aux parents, mais tout simplement, il a posé un acte d'aide et de soutien à l'éducation, à la parentalité. C'est ce qui s'est posé, ce qui a permis justement à l'enfant de prendre conscience qu'il ne pouvait pas jouer l'un avec l'autre, comme vous l'avez rappelé. Puisque là, il a vu qu'il y avait une cohérence. Et là, il ne pouvait pas tricher. Alors, il y a quand même un domaine dans lequel on a du mal à contrôler les choses. C'est le domaine des réseaux sociaux. C'est les téléphones portables et tout ce qui est audiovisuel d'une manière générale. Et là, c'est très compliqué. Il y a aussi un autre souci par rapport à ce que tu disais, c'est que quand on a réussi à ne plus avoir cette faille dans laquelle peut s'engouffrer l'enfant entre l'école et les parents, cette faille existe quand il y a une sectorisation du métier au cœur même de l'école, où les professeurs disent « Ah ben écoutez, nous, c'est pour enseigner, il y a des éducateurs, il y a la vie scolaire. Et dans la vie scolaire, nous ne sommes pas les éducateurs d'internat, etc. » Et donc là, c'est absolument hallucinant, parce que l'enfant rentre finalement dans un jeu malsain, il pratique ce jeu, et il se forme à la délinquance. Comme exactement une prison apprend actuellement à un prisonnier à être une vraie crapule par la suite. Mais parce que tout Alors, on va laisser Yann d'abord. Parce que, comme le disait Ousdam tout de suite, il y a une incohérence éducative. À partir du moment où on n'a plus cette cohérence éducative, où les gens vont tous dans le même sens, il n'y a pas de possibilité de faire grandir un enfant. Moi, je me rappelle très bien, il y a 3 ou 4 ans de ça, avoir discuté avec une directrice d'une école maternelle, 300 élèves. 300 élèves, donc petite, moyenne et grande section. Hein. Et elle me dit, la première chose que je fais, et la seule pratiquement que je fais sur le plan éducatif, c'est de dire aux parents, vous allez leur dire non. Mais ça paraît assez élémentaire, mais un gamin à qui on n'a jamais dit non ne peut pas se construire. Et donc, il y a effectivement une délinquance qui va se produire parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la frustration. La frustration n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire. La frustration, c'est la vie. Ouais. Donc, un gamin à qui je refuse de porter son cartable ou de porter son sac de sport, je le frustre, certes, mais je pense que je lui rends un énorme service. Et la plupart des parents ne veulent plus rentrer dans cette Mais nous ne sommes pas du tout confrontation. portés à la frustration, notamment. C'est contraire de toute façon à la consommation. Il faut avoir des fraises au mois de janvier. Et nous sommes rassurés, ce sont des fraises bio. Alors ça rachète tout, quoi. Non mais enfin, il faut arrêter les bêtises. C'est complètement aberrant. Les fraises, on les attend, point final. Et puis un jour, on les sucre. Mais ça, c'est plus tard. Alors, j'aimerais rebondir, c'est vrai, sur ce qui va être dit quand même, c'est vraiment paradoxal parce que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des espaces que l'enfant ou le jeune voit où sont les failles des institutions, comme l'école, comme les réseaux sociaux. On peut arriver très facilement, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux, comment parfois ils sont pervertis. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une délinquance naissante aussi, non pas du fait aussi de la précarité de certains milieux ou autres, tout ça, des quartiers défavorisés, mais des milieux très un peu aisés. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des contextes où on n'a pas appris à dire non à l'enfant. On a comblé l'enfant de tout ce qu'il voulait, de tout ce qu'il avait envie, de tout ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire qu'on l'a surabondé même. Et même de ce dont il n'avait pas besoin. C'est-à-dire que dans sa logique de réflexion, on lui doit tout et il a droit à tout. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à l'école, c'est dans la dimension de toute puissance, puisqu'il peut tout avoir, il a été habitué à tout avoir. Dans ces cas-là, c'est une politique quand même qui est menée. C'est pas une nonchalance ou une négligence qui a mis ça en place. Oui, mais il y a quand même vraiment une idéologie. Qui est porteur de cette idéologie ? Mais qu'est-ce que ça génère ? On se retrouve avec des problèmes liés aux réseaux sociaux comme une forme de délinquance insidieuse. Pourquoi ? C'est-à-dire que le même enfant qui a cette problématique va se mettre dans la tête de pouvoir infliger d'une manière incestueuse des souffrances à d'autres enfants. C'est-à-dire que par des comportements parfois violents, des moqueries, on va mettre sur Internet ce que l'autre a dit, ce qu'elle a vu, on amène l'autre à faire n'importe quoi et c'est exploité par les réseaux sociaux. On se retrouve avec des problèmes d'harcèlement d'enfants à l'école. On a une cour de récréation qui actuellement est ouverte sur les réseaux sociaux. Et ça devient vraiment dramatique. Oui, parce qu'il n'y a plus aucune régulation. C'est-à-dire que dans une cour de récréation normale, d'un établissement normal,
On a des surveillants, on a des gens qui vont pouvoir réguler. Sur les réseaux sociaux, il n'y a plus personne. Donc les adultes sont complètement absents et en plus ils ne veulent pas y aller. Et du coup, effectivement, tout devient possible. Mais je crois que le fond du problème, c'est vraiment le fait qu'on a voulu abdiquer cette possibilité de dire que effectivement tout n'était pas possible. Et à n'importe quel âge, on ne peut pas tout faire. Moi, je me rappelle très bien avoir dit à un gamin, tu dois respecter tes parents. C'est une base élémentaire, tu dois respecter tes parents. Et le père à côté de renchérir, oui, c'est vrai, il faut que tu arrêtes de me parler mal. Je lui dis, tu vois, donc, et le gamin dit à son père, mais pas du tout, je ne te parle pas mal. Ah bon? Ben, pourtant, l'autre jour, tu m'as traité de... Et le père de nous sortir une horreur. Et le gamin qui dit, ah oui, mais là, tu m'avais cherché. Ouais. Mais, ton exemple, moi je l'ai rencontré plusieurs fois aussi à mon bureau de directeur. C'est hallucinant. Il y a des moments où même les parents se laissent faire et je dis, mais d'abord, là, vous allez arrêter tout de suite de parler à vos parents comme ça, vous allez vous excuser tout de suite. Et ça ne va pas se passer comme ça. Parce que il y a aussi quelque chose qui a perverti complètement la perception qu'on peut avoir d'une éducation riche et saine. C'est-à-dire que depuis quand même de nombreuses générations maintenant, on a persuadé soit les parents, soit les éducateurs, soit les enseignants qu'il était d'une part interdit d'interdire et que d'autre part, l'enfant était facilement roi. Alors on ne sait pas de quoi. Voilà. Et le résultat, c'est que... Parce qu'il faut du temps pour arriver à une conception pareille de l'éducation. Moi, je suis d'accord. Il faut du temps et il faut être dans des milieux, finalement, où il y a un brassage de population assez important. Si vous allez dans des petits villages, dans des coins un peu reculés, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et les enfants, ils rentrent de l'école en bon ordre, ils partent à l'école en bon ordre, et ils disent bonjour monsieur, bonjour madame, et ils écoutent ce que leur dit leurs parents. En même temps, maintenant, dans les campagnes, tu as les fameux villages avec les arrêts de bus, là, la pissotière à côté de l'église. Oui. Ils se retrouvent tous, mais ils sont marqués par les voisins. Voilà, il y a quand même quelque chose de différent, et on trouve des adultes qui connaissent bien tous les enfants du village. Exactement. Donc ça aide aussi à réguler les choses. Oui. Moi, je crois que ce qui fait que la délinquance est de plus en plus naissante, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus, elle apparaît de plus en plus, c'est qu'il y a un relativisme total dans les exigences des adultes vis-à-vis des enfants. Et on se dit, bah écoutez, hein, c'est pas compliqué, s'il a sa tablette, son téléphone portable et la télé le soir, avec un soda en plus, ce sera encore mieux, et il me demandera rien, il finira quand même par être gentil avec moi, quoi, en tant qu'adulte. Voilà, l'adulte réagit comme s'il faisait du commerce, comme s'il était en monnaie d'échange avec son fils, sa fille, enfin ses enfants, au lieu d'avoir un niveau d'exigence d'adulte qui, normalement, doit inspirer le respect et doit permettre à l'enfant de grandir et de grandir droit. Mais c'est lié à quoi? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on a posé comme acte, en fait? Sans s'en rendre compte, l'adulte aujourd'hui, père, mère, cousin, oncle, a peur de l'enfant. C'est-à-dire que l'adulte aujourd'hui a peur de se confronter à l'enfant. Donc l'enfant, voyant ça, il s'octroie des droits. Mais quand l'enfant, il voit que, dans notre logique, si on reste, c'est un enfant, reste un enfant, c'est ton enfant. C'est-à-dire qu'il va sentir cette autorité, il va rester à sa place. Il va essayer de monter, mais il va redescendre. Je pense que cette autorité se trouve aussi dans l'expression de l'amour. C'est-à-dire qu'un amour vrai dit non. Un amour vrai donne la frustration. Un amour vrai fait expérimenter et éprouver ce qu'est la réalité de la vie pour le préparer et pour l'éveiller et pour le structurer. Et je pense qu'il y a aussi un point qui rejoint d'ailleurs un peu ce que vous dites. Mais il n'y a plus d'éducation affective, à proprement parler. Ah, on en a très peur. Et on fait de l'éducation sexuelle accessoirement, c'est-à-dire c'est de la mécanique, mais on ne cherche pas d'éducation affective. Et du coup, l'enfant se retrouve seul, complètement seul. Et je pense que cette forme de solitude, c'est aussi un appel à aller vers toutes les bêtises possibles. Et donc, il faut retrouver aussi le chemin de l'équilibre du trépied, volonté, intelligence, affectivité. Je pense que l'éducateur et le professeur ont cette solitude aussi, oui. Et ça les désarme. Ils ne sont plus réactifs. Et du coup... et on crée des déséquilibres comme ça. Oui, il y a des déséquilibres, et du coup, les parents arrivent comme s'ils allaient chez Leclerc, quoi, en disant bah, « écoutez, vous n'avez pas fait ce qu'on voulait. » quoi. Oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit que cet abandon est à tous les niveaux. Lorsqu'on voit aujourd'hui un certain nombre de profs qui se révoltent contre le fait que la hiérarchie ne les soutient pas,
eh bien, je pense que ça participe aussi à cette délinquance. Mais exactement. Parce que, on a beau dire, on a beau faire, Samuel Paty, il a été d'abord lâché par sa hiérarchie. Et une hiérarchie qu'il n'a pas voulu reconnaître au départ. Mais bien sûr. Et là, on a eu l'exemple avec le prof de Lyon, on a eu l'exemple à droite, à gauche. Et il y a un vrai problème de suivi et de cohérence, comme ça a été dit, de l'action éducative. Alors, parce qu'il y a un problème aussi d'image que donne l'adulte. L'adulte qui se comporte comme un adolescent ou qui se comporte parfois même encore comme un plus petit enfant, ça pose un vrai problème. Et comme le mimétisme joue toujours, on finit par avoir des enfants qui imitent des adultes qui eux-mêmes ont des comportements complètement puérils. Oui. Et le comportement puéril va très très vite, surtout quand il est porté par un adulte, proposer à l'enfant de devenir l'adulte à sa place. Hein. Et donc, c'est moi qui vais avoir le droit de faire ça. Voilà. Et au lieu de faire les courses en payant, j'irai voler au supermarché, et puis ainsi de suite. Et ça va très vite. Hein. La reconnaissance d'un enfant qui a enfin grandi va se trouver s'il a été stabilisé et sécurisé dans la place qui lui est attribuée, et qui n'est pas une obligation, mais une cohérence avec sa nature. C'est-à-dire, il a l'âge qu'il a, il a la situation dans laquelle il se trouve, et il doit donc inévitablement être respecté. Je pense que c'est un infini respect que d'être ferme et d'être très attentif à recadrer l'enfant, que de le laisser découvrir dans la nature, comment il se plante, etc. Il se pèle le mur, alors ça t'a fait quoi? Tu vas apprendre. Mais parce que tout simplement, on dit que l'enfant apprendra des conséquences de la vie. Mais sauf que il ne faut pas le laisser. En tant qu'adulte, on a la responsabilité d'élever nos enfants, de les éduquer, de leur apprendre les réalités de la vie et de les poser un cadre sur lequel on ne pourra pas déroger. C'est-à-dire que si nous-mêmes on déroge au cadre qui permettra de sécuriser l'enfant, de le mettre sur une bonne voie pour qu'il puisse grandir et être un homme debout, capable d'accomplir des choses merveilleuses, d'avoir la capacité de respecter les gens de son environnement, comme les gens à la scolarité, comme l'enseignant et autres, on aura tout gagné. Mais je pense qu'il faut une véritable fermeté de la part de l'adulte. Il y a un exemple comme ça d'un père de famille qui ne pouvait pas dégager suffisamment de temps pour s'occuper de son fils, mais s'apercevait que son fils ne travaillait plus du tout à l'école. Mais plus du tout, alors qu'il était plutôt, dans les années précédentes, bon élève, et ça s'était bien passé. Donc le père lui a dit, écoute, c'est pas compliqué, comme tu traînes au lit et que tu veux pas travailler, moi je suis obligé de partir au travail, mais chaque fois que tu auras une note en dessous de la moyenne, tu perdras un quart d'heure de sommeil. Et je te réveillerai et tu te mettras au travail. Moi ça me dérange pas, je peux travailler très tôt, il n'y a pas de souci. Le fils n'y a pas cru. Quand il a fini par se réveiller à 3h30, 4h du matin, il a commencé à travailler d'arrache-pied et il a remercié son père après, parce qu'il a eu tous ses examens grâce à lui. Et il lui a dit merci papa. J'étais parti sur la paresse, sur le laisser aller, sur le laisser vivre, et en plus je me moquais de toi. Moi j'aimerais prendre un exemple. Je sortais du travail à 23h à la Fondation d'Auteuil, puisque j'étais en internat, et je sors du travail avec un collègue, donc on prend le métro, et au moment de rentrer dans le métro, on a un groupe de jeunes, il y avait 8 places, donc 2 jeunes ont mobilisé 8 places. Les pieds à l'air, musique à fond, et il y avait des adultes tout autour. Aucun ne disait quelque chose. J'arrive avec le collègue, on dit mais c'est quoi ça? Il y a des personnes autour qui cherchent à s'asseoir. Vous n'avez pas à faire ça. Allez, enlevez vos jambes là. Et du coup, tout de suite, au départ, ils sont comme ça. Je suis resté ferme. J'ai dit, jeune homme, je suis un adulte. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le devoir de respecter un adulte. Alors là, on est en banlieue, enfin on est en ville, on est à Paris. Tu as la couleur qui va t'aider à avoir une telle autorité. Moi, ma bouille, ma tronche, je dis ça avec mon petit chapeau et ma petite cravate. Ça aura la même répercussion? Non, parce qu'à un moment donné aussi, il faut savoir s'adapter à la population qu'on a en face. Exactement. Et c'est là où je veux en venir, mais malheureusement, il faut qu'on arrête. Mais je crois que nous parlons d'éducation et de règles élémentaires si elles ne sont pas en obéissance à des principes, mais en cohérence aux besoins de l'enfant qu'on vient de repérer. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui fait que notre conversation, notre échange se construisait sur ce principe. Comprenons bien que ce n'est pas la règle pour la règle, mais c'est la règle pertinente qui justement va répondre aux besoins de cet enfant
pour qu'ils grandissent. Je vais conclure, je vais rejoindre dessus. C'est très important. Je vais rejoindre à la Fondation d'Auteuil. Lorsqu'on accompagne un jeune, c'est un jeune de tout milieu social et tout niveau social avec une problématique différente. C'est-à-dire que ma réponse et mon regard en tant qu'éducateur spécialisé et mon discours d'un jeune à l'autre va changer. Ça sera pas, je vais m'adapter en fonction d'où il vient ce jeune, son histoire et c'est quoi l'éducation qu'il a reçue. C'est tout ça. Allez, nous allons nous retrouver bien évidemment pour une prochaine émission Débat Court. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et surtout partagez un maximum parce qu'il y a des perles et il ne faut pas qu'elles restent dans le silence et stationnées dans une petite chaîne comme la nôtre. Il faut que ça parte, il faut que ça puisse produire un éveil et une responsabilité de chacun. À bientôt!